En gros, par exemple, sur un tour qualif, tu peux avoir le même temps au tour, mais le temps va pas être fait aux mêmes endroits. C'est-à-dire que par exemple, une bagnole qui a un gros moteur, genre la Mercedes, tu vois, qui a beaucoup de traction en sortie de virage, il y a des endroits où tu vas sacrifier un peu la trage, mais pour pouvoir rapidement passer la puissance, alors qu'une autre voiture qui va être un peu moins bonne là-dessus, il va falloir aller chercher justement une trajectoire plus souple, enfin... Comme la Porsche, où c'est une voiture ultra efficace. Par contre, comme me disait Gaëtan Paltou, qui a commenté ce week-end avec moi en ELMS, il me dit c'est une voiture où t'as le sac à dos derrière, quoi, donc ça peut vite t'emporter, quoi. J'avoue que moi, j'ai du mal à comprendre qu'en 2025, on utilise encore des voitures de sécurité, quoi. En fait, ah oui comment ça? Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie du rédacteur spécialiste de l'endurance, mais pas que, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est notre 60e épisode pour le podcast Endurance Club. Et oui, on fête un anniversaire, petit anniversaire. On a fêté le 50e. On fêtera peut-être le 70e aussi, tu me vois venir. Nous allons revenir sur une épreuve très spectaculaire en tout cas, qui s'est déroulée au Paul Ricard. C'était l'European Le Mans Series, la deuxième manche de la saison 2025. Et franchement, je crois qu'on aura tout eu en 4 heures de course. On y reviendra, mais il y a eu des safety cars, il y a eu des neutralisations, il y a eu de la pluie, il y a eu du soleil, il y a eu des dépassements, il y a eu des crashs. Il y a tout eu et c'est un peu, on va se le dire évidemment, la répétition avant une épreuve qui aura lieu dans quelques semaines au mois de juin, une épreuve de 24 heures par exemple. Bon, en tout cas vous le savez, dans l'Endurance Club on va vous donner des chiffres, des petites infos, des statistiques et on va comme ça vous permettre de mieux connaître encore ce monde de l'endurance qui nous fait vibrer, tant vibrer. Et j'ai vibré, j'ai même perdu un petit peu ma voix, Geoffroy, tu dois l'entendre, pour cette 70e épreuve de l'histoire de l'ELMS moderne, mais depuis 2013. Donc c'est pas la 70e épreuve de l'histoire, mais c'est la 70e épreuve de l'histoire de l'ELMS depuis que la CO est promoteur. Ça va, tu suis tout? Oui, c'est bon, non, mais l'histoire des Le Mans Series est un peu... elle est complexe, quoi. Elle a les racines des Le Mans Series, on l'avait déjà fait un épisode là-dessus l'année dernière. Ça date d'il y a plus de 20 ans maintenant. Mais oui, j'ai entendu cette stat de la 70e course. Oui, on va dire de l'ère moderne, enfin de l'ère post-arrivée du WEC et du coup positionnement de l'ELMS comme championnat d'accès site vers le WEC, en gros, c'est un peu ça, quoi. C'est vrai que c'est une sacrée progression, parce que depuis qu'on a décidé à la CO de mettre les LMP2 comme voitures les plus rapides de la catégorie ELMS, je trouve quand même que ce championnat s'est vraiment développé et heureusement les LMP2 sont évidemment toujours aux 24 heures du Mans en course et ça c'est évidemment le secret pour garder ce championnat ELMS en bon état, parce que on a des pilotes de référence, on a des pilotes de F2, de F1, des pilotes qui font le championnat du monde. On a vraiment une grille extrêmement complète, 44 voitures encore une fois, et on se dit quand même que c'est un championnat qui n'est pas du tout à négliger, bien au contraire. Ouais, non, carrément, la formule tient bien, et la course de ce week-end nous l'a prouvé. Comme tu as dit, on a tout eu, et c'est marrant aussi de voir que souvent, et ça aussi j'aime bien le rappeler, mais tu sais, le circuit Paul Ricard est souvent... En fait, c'est où on adore ou on déteste, j'ai l'impression. Il est souvent critiqué pour le fait que les limites de piste généreuses, l'absence de runoff, enfin l'absence de gravier, d'herbe, etc., fait que les courses elles sont un peu trop linéaires, ou en tout cas les pilotes peuvent faire des erreurs, ils sont pas sanctionnés, c'est un peu abusé, tout ça. En Formule 1, c'était la pire course de la saison, tout ça, etc. Blablabla. Mais je dirais qu'en moi, je trouve Formule que 1, c'est pas le cas, c'était vraiment pas top. Par contre, en ELMS, moi je trouve toujours que les courses sont géniales, que ce soit avec des conditions météo comme ce week-end un peu difficile ou des conditions sèches. Mais même, je te dirais, plus loin que ça, le GT World Challenge, pour ce que j'ai pu en voir, en tout cas, à chaque fois, c'était quand même très animé. Et même mieux, le Grand Prix de France historique, c'est pas pour cirer les pompes, mais vu que tu y étais il y a pas longtemps, il y a quand même aussi des batailles. Enfin, évidemment, quand tu penses Grand Prix de Formule 1 historique, on adorerait voir ces voitures-là à Charade ou plus loin, si tu veux aller en Europe. J'adorerais qu'il y ait un Grand Prix un peu historique comme ça à Spa-Francorchamps, ou dans un décor qui fait vraiment plus historique, tu vois. Ça, on est d'accord? Ouais, c'est vrai. Une vraie course de 2 heures, ça serait trop bien, ça. N'empêche que au Castellet, tu as des pilotes, des anciens pilotes de F1, tu as des propriétaires qui n'ont pas le niveau d'un pilote de F1, mais qui ont envie de rouler avec cette voiture-là. Et le Castellet leur offre un cadre quand même relativement sécurisant, tu vois. Oui. Et malgré ça, on a quand même eu de sacrés crashs ce week-end. Enfin, le Castellet, faut quand même se rappeler, c'est quand même un circuit où tu peux taper. Enfin, moi, je me souviens qu'il y avait toujours cette légende de se dire,
au Castellet, tu risques pas de taper le mur. Si, je me souviens de Stéphane Muqueux avec une Aston Martin qui avait tapé très fort avec une Aston Martin prototype. Et là, il y a eu des crashs quand même assez costauds aussi. Nicolas Minassion, c'était pas en course, mais lui, il avait atterri sur l'aérodrome directement. Ouais, c'est ça, il avait décollé il avait fini sur l'aérodrome. Ouais. Non, mais Audi aussi, je crois qu'il y a eu du sacré crash en essai. C'était qui, Marc Genet ? Non. Je sais plus. Ouais, je sais plus, mais en tout cas, le Castellet, ça peut taper, et surtout, ça peut être un circuit de spectacle, et là, ça nous l'a bien prouvé. Franchement, en plus, avec l'élément supplémentaire qui est la pluie, parce que il y a un élément qui est toujours présent au Castellet, c'est quand même le vent, ça c'est cool. Oui. Moi, j'adore y aller, et j'adore à chaque fois me dire, ok, là, quand il fait hyper chaud, peut-être que vous qui nous écoutez, vous avez déjà expérimenté le Castellet, mais quand t'es là-bas et qu'il fait chaud, c'est un cagnard, mais un truc de fou, quoi. Et par contre, quand il commence à y avoir un peu de vent et qu'il y a des nuages, tu fais, waouh, on va se prendre un truc sur le coin de la tronche. Oui, souvent, la météo est très changeante. Ouais, c'est vrai. Bon, on n'est pas trop loin de la mer, cela dit. Bah mais il y a aussi le fait que quand t'as du vent, moi j'ai souvent l'expérience, malheureusement, je mets pas assez de crème solaire et donc du coup, t'as pas la sensation de chaleur. Tu sais, t'as le vent, vrai. et puis tu deviens tout rouge à la fin de, la journée, quoi. C'est vrai que je suis déjà reparti du Castellet avec des coups de soleil. Non, mais carrément, moi aussi, en me disant non, mais là ça va. En plus, là ça va. Et puis l'effet bitume, enfin, je veux dire, ça. Bien sûr. On est en train de et on est sur un plateau. Ouais. Faudrait qu'on fasse un épisode avant Le Mans, tu sais, les conseils. Que faut-il emmener aux 24 heures du Mans ? Ah, c'est pas mal, crème ça. Solaire. Je suis sûr qu'on serait suivi. Ouais. Crème solaire, sac à dos, chaussures de rechange. Et n'oubliez pas de vous hydrater, mesdames et messieurs. Ah, bien sûr. Et l'eau, ça hydrate pas des masses. La bière, ça hydrate pas des masses. C'est plutôt l'eau qui fonctionne. Ouais. On est d'accord. En tout cas, on comprend peut-être mieux pourquoi le LMS aime ce circuit, parce que c'était la 14e course de l'histoire de le LMS sur ce circuit du Castellet. Je crois d'ailleurs, sans me tromper, que depuis 2013, en fait, on y vient et c'est le seul circuit du calendrier qui est sans discontinuer au calendrier, quoi. Après, monsieur, je vais quand même vous sortir une opposition à cette statistique, parce que là, on était dans une config à l'ancienne, avec la chicane, quoi. Oui. Tu sais que ça fait depuis 2017 qu'on n'avait pas utilisé ce tracé. C'est quoi ? C'est un CV2. J'avais préparé ma stat. Ah putain, toi, t'as le nom de la config. Ah bah attends, c'est un petit peu ma maison maintenant, ça fait combien ? Ça fait 8 mois que je suis dans le sud maintenant. Non, c'est pas vrai, mais je suis depuis quelques jours pour les différentes catégories et j'aime toujours en venir. Les équipes du circuit du Castellet, tu vois, je le répète et je le dis, je sais pas s'ils vont écouter ce podcast, mais en tout cas, c'est toujours un régal parce que ce soit au pôle logistique, que ce soit les paddockmen, que ce soit à la com, que ce soit l'assistante de Jean Alési, le président, bref, on est toujours super bien accueillis et franchement, ça fait depuis 2014 que je vais régulièrement au Castellet, quasiment comme le LMS, tu vois. Et honnêtement, c'est à chaque fois un bonheur, même si la météo, oui, n'est pas toujours au rendez-vous dans le sud. Ah, mais moi j'adore, c'est ça. Bah après, la semaine avant a été bonne, parce que moi du coup j'étais dans le sud en vacances, j'ai bien profité, toi aussi. Pas très loin. D'accord. Ouais, j'étais vraiment à quelques kilomètres du Castellet. Mais il faisait beau, et ouais, c'est vrai que là, ce week-end, et puis comme au Grand Prix de France historique, vous avez eu relativement beau quand même, je crois. C'est vrai. Mais il y a eu une petite averse aussi, un petit peu le même scénario que ce week-end finalement. Alors, on va venir à la course, il y a eu il y avait une course, 24 000. C'est vrai qu'il y avait une course. Victoire d'Oscar Piastri, pardon, excuse-moi. Non, c'est Stoffel Van Dorn. Non, ce n'était pas ça. C'était bien une course de LMS, European Le Mans Series. Et si l'année dernière, il y avait eu 22 000 spectateurs, et bien cette année, encore un petit peu plus, 24 000 spectateurs présents. On a été vraiment heureux de partager ce grand moment de week-end. Et surtout, que ça a été disputé parce que on parle de la météo, mais en fait, durant toute la semaine, les concurrents de l'European Le Mans Series n'ont pas connu des conditions gras humides, des conditions mouillées. Donc finalement, c'est peut-être ça aussi qui fait que la course a été extrêmement disputée parce que on est parti sur une piste humide et donc les voitures n'étaient pas réglées pour ça, idéalement en tout cas. Donc il a fallu un petit peu ajuster pour les pilotes. Ouais, il y a ça, et il y a aussi, j'ai écouté Juncadella parce que Juncadella avec Chadwick et Jobert qui ont gagné la course. Incroyable, l'histoire. Donc cette fois-ci, ils ont remporté à la fois la catégorie LMP2 et le général. Et le général. Et Juncadella, il disait que, bien sûr, dans son interview d'après-course, évidemment, comme tout bon pilote, il félicitait l'équipe, ses coéquipiers, etc., etc. Et il disait un truc quand même assez intéressant, parce que souvent, il y a beaucoup de blabla, mais il n'y a pas grand-chose d'intéressant dans ces interviews d'après-course, on va pas se mentir. Sauf si l'intervieweur est très bon et qu'il arrive à poser des questions pertinentes. Non, mais là, en tout cas, Juncadella, ce qu'il disait, c'est que Jamie Chadwick et Mathilde Jobert, ils ont jamais, ils ont déjà peu d'expérience en LMP2, ça on le savait. C'est que leur deuxième course en LMP2, et surtout ils ont jamais roulé sous la pluie, quoi. Donc il y a vraiment, là
c'est pas double découverte, mais quand même, en 2 courses, première course, t'es dans le Grand Bain à Barcelone, qui est quand même un circuit, je sais pas si on peut dire technique, difficile. Mais... Ouais, voilà, qui est quand même difficile, un circuit de rythme, qui est apprécié d'ailleurs par la F1 pour ça, parce que pour les essais de pré-saison, avant que ça parte loin d'ici, mais tu vois, c'est un circuit qui est quand même, quand tu commences, je pense que c'est pas le plus simple à appréhender. Non, parce qu'il y a un peu de tout en fait. Le Ricard, simple à appréhender dans le sens où, oui, tu peux faire des erreurs, apprendre et progresser. N'empêche que c'est un circuit qui est aussi assez technique, et on l'a vu, il y a tellement de trajectoires possibles dans le double droite. Enfin, c'est incroyable le nombre de lignes possibles. Mais alors c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je rebondis sur ce que tu dis parce que en fait, on a l'impression qu'il est facile, que c'est un billard, que c'est plat. Alors déjà, c'est pas plat du tout. Et puis surtout, il y a beaucoup d'endroits où en fait, tu vois pas vraiment la corde. C'est un moment. Je pense au virage 5 notamment. Bien sûr. En fait, faut que t'écartes. Mais si t'écartes trop, la personne à l'intérieur va plonger et du coup, généralement, il y a un contact parce que le virage se referme. Il y a le virage du Garlaban, du Bandor où en fait, t'as un double point de corde. Donc en fait, faut rater la première pour reprendre la deuxième. Alors là, je te dis, je parle en connaissance de cause parce que j'ai eu le plaisir, et je vais le dire ici, d'être invité aux 10 ans de chez Idexport le vendredi soir, et ils ont un simulateur. Et donc j'ai pu faire quelques tours sur le circuit du Castellet, franchement génial. Et donc toutes ces spécificités, en fait, elles ont pu me faire comprendre encore un peu mieux pour commenter le dimanche, et pour commenter aussi les courses de Michelin, Le Mans Cup et de l'IG European Series, mais mieux comprendre un petit peu la difficulté, parce que déjà seul, c'est pas simple, mais alors dans le peloton, c'est impossible. Ouais. Et puis surtout, vu que la piste est large, qu'elle pardonne, comme on l'a dit, qu'elle est généreuse, etc., ça permet à des voitures différentes comment dire, je sais pas si ça va être très clair, mais en gros, par exemple, sur un tour qualif, tu peux avoir le même temps autour, mais le temps va pas être fait aux mêmes endroits. C'est-à-dire que par exemple, une bagnole qui a un gros moteur, genre la Mercedes, tu vois, qui a beaucoup de traction en sortie de virage, il y a des endroits où tu vas sacrifier un peu la trage, mais pour pouvoir rapidement passer la puissance, alors qu'une autre voiture qui va être un peu moins bonne là-dessus, il va falloir aller chercher justement une trajectoire plus souple. Enfin, c'est assez marrant, et je trouve que c'est l'un des circuits sur lesquels on le voit le plus, ça, ces différences de trajectoire, alors qu'au final, ça amène à la même performance. Et on l'a vu en LMP2, entre des pilotes qui sont expérimentés ou d'autres moins, ou des LMP2 Pro et Pro-Am. Et on l'a vu aussi en GT. Je rebondis là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a des voitures, comme tu dis, qui sont plus faites pour la ligne droite, pour les premiers enchaînements. Et c'est assez dingue. Et c'est vrai que tu as raison, en qualif, je me suis fait la réflexion aussi. J'avais peut-être un peu oublié ce détail, mais c'est clair, ce que tu racontes, c'est tout à fait ça. Premier secteur était fait pour un constructeur. Le dernier, tu savais que tu pouvais reprendre 4 à 5 dixièmes. Donc c'est ce qui rend les choses intéressantes, quoi. Au Mans, tu le vois aussi, tu vois, on peut faire un parallèle avec les 24 heures du Mans, vu que ça approche, c'est dans un mois, mais 24 heures du Mans, il y a des secteurs où tu vois... évidemment, les voitures qui ont plus d'aéro, qui sont plus à l'aise et qui sont mieux réglées, tout le secteur Porsche, la nouvelle portion, je sais plus comment ça s'appelle, tout ça, le karting, le Corvette Corner, j'en sais rien, tu vois. Tout ça, là, effectivement, c'est là où tu le vois. Mais il y a aussi, si tu as une observation un peu fine, et notamment les gens qui sont dans les tribunes, moi, quand j'ai la chance d'y être, je suis plutôt ras de piste, tu sais, très plat, quoi. Tu es au bord de la piste, je me plains pas, j'adore, mais quand tu es dans les tribunes, justement, tu peux voir, et je me souviens, Porsche, ils avaient beaucoup travaillé sur ça, sur le transfert de puissance en sortie de virage. Et quand tu vois vraiment des GT notamment qui enchaînent donc le raccordement Ford, raccordement machin, et qui transmettent là et qui passent, c'est là, tu peux voir des voitures qui ont vraiment beaucoup de moteurs et d'autres qui sont un peu plus... Et ça se joue à pas grand-chose, mais le ressenti quand même tu l'as, et c'est assez fin. Tandis que le Castellet, je trouve que ça se voit vraiment beaucoup plus, quoi. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette piste, moi. Et puis, on a des vibreurs aussi qui paraissent pas agressifs, mais qui le sont beaucoup. Donc, pour les pneumatiques, c'est pas si simple. Et je pense que c'est la raison aussi pour laquelle on a utilisé le circuit avec chicane pour la première fois depuis, on l'a dit, 2017. Il n'y avait pas la grande ligne droite du Mistral. On n'a pas vu Jonas Reed s'envoler, comme l'année dernière. Vous avez l'image, évidemment. Mais on a en tout cas eu des possibilités de dépassement différentes. Et je trouvais que c'était assez intéressant. Il n'y avait pas juste le phénomène d'aspiration, puis ensuite dépasser à signe. Là, il fallait vraiment construire ces dépassements. C'est peut-être ce qui a rendu la course un petit peu différente en termes de philosophie aussi, je trouve. Ouais, ce qui a fonctionné aussi, c'est quand même la pluie, quoi. Enfin, le départ, on peut rentrer dans le vif du sujet, parce que là, allons-y. On fait que digresser. Le vif du sujet, c'est quand même que la piste est déclarée humide. Conditions de course humides, donc ça, c'est le directeur de course qui dit, voilà, le circuit. Ce qui veut dire qu'on a humide. Le droit. Non, mais on a le droit de mettre de pluie, mais c'est pas une obligation, quoi. Voilà, donc ça veut dire que les voitures à l'arrière, elles ont les petites lumières qui clignotent pour que la visibilité soit améliorée. Et surtout, effectivement, comme tu le précises, ça veut dire que tu as le droit, si tu as envie, de chausser des pneus pluie.
stratégiquement, c'est un pari, et c'est un pari qui a été pris par Anthony Wells, notamment chez Nielsen. Ouais, exactement. Donc ça, c'est en écouté ça. LMP2 Pro-Am. Ouais, voilà. Lui, On a vu aussi Jakub Slikowski qui partait en pole position quand même. Exactement. C'est un des seuls à avoir utilisé ces pneus-là. Et puis il y a également Matthias Kaiser. Alors finalement, au début, sur la grille de départ, on se dit, bon, la piste est en train de sécher. Il a beaucoup plu en fait à 9h30, 10h. Le départ est à midi. Donc tu te dis, bon, ça a un petit peu le temps de sécher cette piste. Et en fait, tu te rends compte que c'est encore gramouillé. Et des équipes ont voulu, pour rassurer leurs pilotes qui sont généralement ceux qui prennent le départ, les pilotes moins expérimentés, que ce soit en LMP2 Pro pour les Silver ou en LMP2 Pro pour les pilotes bronze. Et en fait, tu te rends compte que pour une fois, ceux qui ont été plus conservateurs, entre guillemets, ont été récompensés. C'est exactement ça. Anthony Wells, je l'ai entendu, il a expliqué que chez Nielsen Racing, c'est quand même la renaissance de Nielsen Racing, hein, cette course. Ah ouais, ce week-end. Mais ils lui ont laissé la décision. C'est-à-dire que c'est lui qui est au volant, et il en a plaisanté. Il dit, moi je suis anglais, donc je connais la pluie. Mais il dit là, en fait, je préfère... En fait, il a expliqué à 30 secondes avant que tu ne puisses plus toucher la voiture, il a dit, foutez-moi des pluies, je serai plus en confiance avec des pneus pluie. Oui. En gros, ça sera peut-être pas le pneu le plus adapté, parce que si ça se trouve, il va pas pleuvoir beaucoup, ou voilà. Mais si jamais il pleut, je serai plus en confiance que avec des slicks. Enfin, tu vois, c'est... Et ce qui est rigolo, parce que comme tu dis, c'est le gentleman, donc en fait, tu l'écoutes parce que déjà, c'est lui qui paye un peu, et puis deux, c'est lui qui va faire le départ, donc ok, peut-être que ça aurait été une erreur, hein, mais là, en tout cas, ça l'a pas été. Ça a été plutôt un bon choix, mais c'est marrant, quoi. Tu places de la confiance dans le pilote qui fait le départ, c'est lui qui décide, quoi. Enfin, pas dans déjà, toutes les équipes, mais... Non, c'est pas dans toutes les équipes, mais déjà, moi, je trouve ça assez intéressant. Alors, ça aurait pu complètement rater ce pari, parce que les pneus pluie, tu le sais, quand la trajectoire s'assèche, si tu les utilises et tu les fais chauffer, le problème, c'est qu'après, les petits patchs de pneus, enfin de gomme, vont chauffer, vont bouger, et donc c'est inconduisible. Mais, comme tu le dis si justement, les pilotes, quand ils sont moins en confiance, imagine tu les fais partir en pneus slick, donc qui ne sont pas chauffés puisqu'on n'a plus de couverture chauffante. En fait, là, pendant 2-3 tours, il faut avoir une sacrée technique pour les faire monter en température. Sauf que, comme tu le dis, les pilotes bronze, eux, ils ont peut-être moins cette technique. Et en fait, Anthony Wells, même s'il avait fallu qu'il s'arrête, je sais pas moi, au 4e tour, au moins, il était sûr de ne pas commettre d'erreur dans les premiers tours, parce que avec tes pneus pluie, même si c'est une piste qui est un petit peu grasse et qui allait s'assécher, et en fait, il allait pouvoir mettre plus de rythme et plus de température dans les pneus. Et on l'a vu, hein, parce que lui a dépassé quand même des pilotes comme Tristan Vautier, vainqueur des 12 heures de Sebring. Il a dépassé tous les pilotes qui étaient sur la grille de départ, hormis, évidemment, Slikowski et Matthias Kaiser, parce qu'ils sont bien remontés. Hein. Et ça a été une course de survie sur les premiers tours, enfin les 2 premiers tours, on va dire. Jamie Chadwick, qui d'ailleurs... elle a failli la perdre. Hein. Ouais, parce qu'elle a expliqué après... Elle a dit oui, j'ai vite compris que ça allait être une course de survie. Ouais, enfin, 2e virage quand même. Et là, tu vois, on parle du Castellet. Imagine quand même, ça joue à rien une victoire. Imagine, elle se tangue dans le gravier. Ah oui, là, elle est dans la litière et elle bouge plus. Non mais clairement. Mais j'adore parce que tu sais, elle a vraiment expliqué après course, un peu avec l'expérience, genre tu vois, ouais, j'avais la vision globale et tout. Le premier tour quand même, je pense que la caméra embarquée, ça doit être assez violent parce que oui, comme tu dis, là, heureusement que c'est le Castellet que ça pardonne, quoi. Mais ouais, en tout cas, ils ont quand même déroulé IDEC une course où on a mis du temps à les voir émerger comme les vainqueurs. Enfin, ils ont pas été tout le temps dans le top 3, 4, 5, même ils étaient même plus loin. Mais ils ont construit ils étaient plus loin, mais ce que j'ai l'habitude de dire maintenant, et alors ça me peine un petit peu parce que je suis attaché moi aux courses. Je suis attaché aux courses à l'européenne et aux courses traditionnelles. En IMSA, je suis très content de commenter les courses sur Automoto la chaîne parce que c'est spectaculaire jusqu'au bout. Au bout de 24 heures, on ne sait pas qui va gagner. Il y a encore 35 voitures dans le même tour, etc. Il y a même des voitures à 30 tours mais qui peuvent gagner. Voilà, il y a des voitures à 30 tours qui gagnent des tours à chaque fois et qui peuvent gagner en GT. Non, mais c'est ridicule quand on y pense, mais c'est spectaculaire. Moi, je suis quand même triste de voir que ça arrive en Europe aussi parce que finalement, là, ça fait quand même 2, 3 ou 4 courses où en fait, y a un safety car en fin d'épreuve, donc à 1 heure de l'arrivée. Et au final, toute la stratégie qui a été construite par les équipes
mine de rien, est mise à la poubelle, quoi. Donc, je crois que maintenant, la technique en ELMS, les équipes commencent vraiment à bien le comprendre, c'est de rester dans le tour et d'essayer de passer à travers les embûches. Maintenant, c'est pas si simple qu'aux États-Unis. Il y a quand même moins de neutralisation, moins de full course yellow, mais enfin, c'est là où je vais sortir ma stat. Il y a quand même eu 35 minutes 23 de safety car, 3 minutes 30 de full course yellow, donc ça fait quand même sur une course de 4 heures, quasiment 50 minutes de neutralisation, quoi. Ah non, mais c'est ça. Et donc, c'est vrai que moi, la stat que j'ai, qui est avec 14 voitures dans le tour à l'arrivée, c'est vrai qu'elle est un peu pétée parce que c'est comme l'année dernière au Mans où de mémoire il y avait 9 voitures dans le tour, mais oui, sauf que bon, l'année dernière, le Mans a été l'édition avec la plus longue période de safety car continue. En fait, ouais, c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils ont le safety car facile. Mais après c'était justifié quand même. Tu vois, je suis pas en train de dire qu'on a sorti le safety car juste pour regrouper, mais je me dis quand même, ça fait 2-3 fois. Ok, il y a des incidents en piste, mais franchement, on a l'utilisation du full course yellow possible, ça garde les écarts. Je trouve que c'est assez intéressant. Maintenant, le full course yellow, et je comprends Eduardo Freitas, si on le sort au moment où on est dans une fenêtre de ravitaillement, eh ben, on peut pas s'arrêter parce que la voie des stands est fermée. Pour en avoir parlé avec certains team managers, dont je tairai le nom, en fait, ils sont un petit peu dégoûtés de voir que une stratégie se construit. Et ils peuvent anticiper parfois les incidents. Imaginons, comme à Barcelone, Panis VDS s'arrête après 48 tours. Bon, safety car au 50e. Mais en fait, on a virtual safety car pour permettre aux pilotes de s'arrêter. Et ensuite, on a le safety car. Bah oui, donc du coup, Panis, là pour prendre l'exemple à Barcelone, se retrouve piégé. Et donc, j'ai parlé avec plusieurs team managers justement qui me disent, mais maintenant c'est un peu la loterie, quoi. On peut plus construire nos stratégies parce qu'on ne sait pas s'il va y avoir un virtual safety car si on est dans une fenêtre de ravitaillement, s'il va y avoir un full course yellow ou s'il va y avoir directement un safety car. Et je comprends aussi la position, mais autant la position d'Eduardo Freitas c'est pas facile, autant celle des équipes elle est de moins en moins aussi, hein. Alors, moi, tu vois, je suis partant qu'on ait un échange avec. Ça serait super d'avoir des échanges avec des gens justement de la gestion de la course, etc. Mais j'avoue que moi, j'ai du mal à comprendre qu'en 2025, on utilise encore des voitures de sécurité, quoi. En fait, comment ça? Ce que je veux dire, c'est que je trouve que l'arrivée du full course yellow, putain, au Mans, ça commence à dater maintenant le full course yellow, hein. C'est vrai. Mais l'arrivée de cette règle, donc les slow zones, ouais, bah non, mais carrément, exactement. Donc le full course yellow, les slow zones, qui sont des dérivés en fait du code 60 qui était lancé Créventic. On en parle à chaque fois, c'est fou. Bonjour, c'est parce qu'on aime ce championnat, non, c'est pas vrai. Non, mais voilà, c'est eux qui avaient innové entre guillemets avec ce code 60, donc ça veut dire que tu peux pas rouler à plus de 60. À l'époque, c'était ça. Et en fait, moi je trouve que cette règle, elle permet quand même. Encore une fois, j'interviens en mon nom et avec mon expérience à moi et mon regard. Donc, si vous n'êtes pas de mon avis, au plaisir de vous laisser des commentaires. Écrivez-nous, écrivez-nous comme tous les fans de Rossi l'ont fait la semaine dernière ou la semaine d'avant. Laissez un commentaire sur les vidéos YouTube et franchement, je suis preneur d'autres points de vue parce que, en tout cas, moi, ce que je me dis, c'est que j'ai jamais été commissaire de piste, j'en côtoie et je suis souvent à côté d'eux et je les vois intervenir. J'ai quand même la sensation que quand t'as une slow zone ou quand t'as un full course yellow, t'as quand même la possibilité d'aller intervenir en sécurité pour aller retirer un débris, pour machin. Après, attends. Oui, je mets un bémol sur. Non, mais je sais, mais je vais juste s'il pleut, s'il y a de l'huile sur la piste, si machin, d'accord. Mais globalement, je pense qu'il y a quand même beaucoup de situations qu'on pourrait gérer simplement avec du FCY et du VSC, enfin ce que tu veux, et pas sortir une safety car à l'ancienne. Ouais, ça dépend des fois, tu vois, parce que pour avoir parlé avec des commissaires, je disais un petit peu ça, tu vois, j'avais ce discours-là, je dis, bah oui, attends, le full course yellow, c'est vachement bien, ça garde les écarts. Bah oui, justement, si ça garde les écarts, ça veut dire que ça passe tout le temps, en fait, donc on peut pas vraiment interagir et intervenir en toute sécurité. Et puis il y a autre chose que le commissaire m'a dit, et j'ai trouvé ça très juste, il me dit, c'est Manu, hein, s'il nous écoute, il me dit, mais mets-toi à côté d'une route nationale où ça roule à 80, et tu vas voir si c'est au ralenti. Je sais. Alors, ok, alors moi je propose une solution, par exemple, qui a été utilisée, que la F1 utilise d'ailleurs. Par exemple, projetons-nous aux 24 heures du Mans, ok. Première chicane, la chicane Daytona. Tout droit en fait, on laisse un passage, on laisse une voie, tu vois, à l'ancienne quoi, comme si tu prenais la ligne droite sans la chicane. S'il y a un incident qui nécessite l'intervention des commissaires dans la chicane Daytona, eh bien, on demande au pilote de prendre tout droit et de ne pas prendre le virage. Bon, tu fais pareil dans la deuxième chicane. Dans le cas... Tu fais pareil à Mulsanne où tu as la voie intérieure, limite le rond-point, j'en sais rien.
mais ce que je veux dire, c'est que tu peux trouver la portion que j'évoquais tout à l'heure, le virage Porsche, donc toute la nouvelle section derrière. Ouais, mais tu vois, il y a des Il y a la moments où place tu pour pourras passer. pas. Indianapolis, tu peux pas, par exemple. Alors que là, au Castellet, ils ont fait cette manœuvre-là pour l'accident que l'on va évoquer tout à l'heure avec François Perraudot et Jacek Zilonka qui a Ah, il été est beau victime celui-là. totalement de ça. Ouais, il est Et beau. bien là, en fait, ils sont passés par la partie intérieure, Voilà. ils ont évité le virage du banc d'or, quoi. Et ça, tu penses. Ouais, bah voilà, tu vois, bah, très bonne utilisation. C'est vrai, en plus, j'avais oublié. Très bonne utilisation. Et ça, je suis sûr que ça pourrait peut-être se généraliser un peu plus. Et encore une fois, hein, je critique, enfin, je suis pas en train de critiquer, je donne un avis. Le full c'est dur, course yellow, c'est. Je me souviens que c'est Lionel Robert, notamment, qui a beaucoup poussé pour ça. Enfin, qui avait un peu émis Ouais. l'idée, ancien pilote des 24 heures du Mans, très expérimenté, etc. Membre du club des pilotes que je connais un petit peu, et qui avait poussé dans ce sens. Et les règles sont pas immuables. On peut les faire avancer. Donc, tu vois, cette solution d'emprunter des configurations ou des voies différentes, j'en sais rien, je me dis que ça pourrait quand même être une solution pour permettre effectivement d'intervenir en toute sécurité. J'ai pas envie de devenir commissaire, hein. Des fois, effectivement, je vois les risques qu'ils prennent. Oui, non, mais c'est... Et même, Mais même il y a des la endroits où tu te dis direction de c'est course, tranquille. hein. Moi, Ouais, non, mais par exemple, le Dunlop, moi, tu j'ai vois, pas tu envie te d'y dis c'est être. tranquille, parce que le Dunlop, il y a beaucoup de gravier, il y a beaucoup de dégagement. Ouais, mais traverser tout un bac pour aller sortir une voiture, Bah oui. c'est quand même ultra dangereux. Donc, je suis pas en train de dire que les commissaires sont dans une Bah, bulle de sécurité, hein. non, 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 surtout pas. Et ils font un travail fantastique. Et franchement, moi non plus, j'ai pas beaucoup de connaissances là-dessus sur ces missions. J'aimerais bien, tiens d'ailleurs, faire une vidéo en immersion. En J'arrête pas d'en immersion. parler. Non, mais c'est vrai, parce que j'ai lancé ma chaîne YouTube, faut bien que je fasse des vidéos, et j'aimerais bien ouais, passer un week-end, une épreuve, justement à être commissaire pour comprendre un peu ce qui se passe, parce que un peu à l'instar de ce que je te disais, de ce que je te disais tout à l'heure, de faire des tours en simulateur pour comprendre ce que c'est le Ouais, pilotage, ouais. ben, un peu comprendre tout, et comme me disait Sarah Bovy dans le podcast Trajectoire, peut-être faire aussi un stage en direction de course sur une des épreuves que je commente pas, parce que ça doit être tellement difficile de prendre une décision. Moi, je me mets à la place d'Eduardo Freitas. Je veux dire, à un moment donné, tu fais quoi? Si tu mets un safety car, tu sais que tu vas anéantir les chances de, par exemple, Algarve et Inter-Europol, qui, eux, sont sur une stratégie où il fallait qu'ils attaquent à Ouais, bloc en ouais. début de course avec leurs pneus pluie pour creuser l'écart. Mais d'un autre côté, si tu mets un full course yellow, bah, tu vas empêcher les gens de s'arrêter au stand. Si tu mets un virtual safety car, tu es obligé d'avoir un safety car juste après. Ça devient complètement dingue. Je trouve Ah, ça. mais Il n'y a pas de bonne solution en fait. ah bah non, mais ça, après, il n'y a pas de. Enfin, ça reste la course, ça reste. Il y a plein de victoires, et surtout, comme tu le dis, en IMSA ou même en ELMS depuis quelques années, il y a beaucoup de victoires qui sont. C'est pas le meilleur qui s'impose, c'est celui qui a réussi à passer, à livrer la bonne prestation en piste, mais aussi à avoir parfois de la chance avec un drapeau jaune, ne serait-ce que local. Enfin, parce que là, on parle des situations un peu plus extrêmes, tu vois, du full course yellow, de safety et tout, mais ne serait-ce qu'un drapeau jaune en local, Ah oui. ça peut te faire perdre beaucoup de temps. Mais les slow zones, enfin, au Mans, c'est un enfer. Tu tapes une slow zone alors que le mec qui est devant toi est déjà passé et lui ne la subit pas. Et le tour Ah bah d'après, oui. la slow zone a disparu. Mais toi, tu peux perdre 15-20 secondes juste parce qu'il y a un poireau en GT qui s'est planté. Non, mais je rigole. Complètement. Non, mais Mais c'est tu vrai. vois, enfin, c'est ça. Complètement. Ou un pilote pro en proto, Oui, hein, non, mais mais je fais en tout exprès. cas. Mais voilà, Non, mais il bien sûr, n'y a, j'ai bien y a pas compris. de bonnes règles, tu vois. De toute Non, mais là, façon, tu vois. c'est la course, ça fait partie de la course. Mais oui, non mais je sais bien, mais je me souviens avoir milité justement pour la sortie du safety car quand il y a justement une grue, un quad Ah, ou mais ce que non, tu mais veux ça, on est sur la d'accord. piste. Ça, on est d'accord. Parce que ça, c'est la jurisprudence Jules, Ah, mais auquel évidemment. on pense et à sa famille évidemment. Mais c'est surtout ce qui s'est passé justement avec l'incident en fin de course entre Job van Uitert et Luca Giotto. D'ailleurs, Luca Giotto, avec les pneus slick sous une piste humide encore, piégeuse, est venu emmener, accompagner son adversaire dans le mur. Ça a été bien dommage pour la deuxième voiture de chez Hidek. Hum, Et hum. donc, comme les commissaires ont dû intervenir avec les quads spécifiques au circuit Paul Ricard, et ben on a mis un safety car. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je suis tout Et à là, fait d'accord. Là, pour d'accord. avoir mis le safety car. Bah oui, mais sauf que ce safety car, il arrive à 1 heure de l'arrivée, et donc il regroupe tout, et il relance, et au final, c'est ce que je te disais tout à l'heure, les Mais stratégies sont mises à plat. Donc c'est dur, hein. Franchement, je n'ai pas la bonne solution. Je suis juste déçu de voir que ben il y a parfois des stratégies qui se construisent et qui sont balayées en un claquement de doigts, quoi. Et moi, surtout, je voyais le début de course quand j'ai vu la Inter-Europol partir. Ouais, Je me rattrapé quand suis même assez rapidement par Mathias Kaiser, hein. Ouais, mais je me suis dit, ça y est, ça va être une course. Oui, non, non, mais je te parle vraiment du premier tour, quoi. Genre, Ah où oui, il a vraiment pris beaucoup d'avance parce que derrière, c'était un peu dans tous les sens. Je me suis dit, ça va être intéressant. On peut assister à une course qui va être très différente de d'habitude, où on va vraiment avoir une voiture qui part devant,
et qui va prendre 10, 15, 20, 30 secondes, j'en sais rien, mais je me suis dit, ok, c'est intéressant. Et comme tu dis, bon, François Perraudot nous a fait dommage. une belle pirouette, et du coup, non, ça a été annulé, quoi. Si tu veux, sur sa pirouette, rien à dire. Il y a une erreur qui peut arriver, tout le monde s'est fait piéger, lui il se fait piéger, il fait un demi-tête à queue. Ok. Le problème, il nous a fait, c'est qui? C'est Dwight Merriman qui a fait ça à Daytona, je crois, avec la voiture de chez Hera. Et il nous a fait une François Perraudot. Tu m'as ressorti une vidéo, j'avais oublié, en 2015. Non mais c'est incroyable. Là, si tu veux, je comprends, je me mets à sa place. Ok, François, je sais pas s'il va nous écouter, mais François, il est à l'extérieur du virage, arrêté. Évidemment qu'il veut repartir, évidemment qu'il est frustré. Il n'a même pas eu l'opportunité de faire la qualif parce qu'il a eu un problème technique. Donc j'imagine que le week-end, il est plombé. Mais tu vois les voitures arriver. Tu peux pas repartir comme ça, c'est pas possible. En plus, avec le traction control, tu sais que tu vas pas pouvoir remettre la puissance pleine. Donc en fait, il a reparti un peu au ralenti. Et là, le pauvre Jacek Zilonkam, il pouvait rien faire du tout. Et le team virage, là, il se retrouve avec une voiture pliée, avec la coque qui est touchée. Et là, dans ce cas-là, il n'y a pas de constat. Donc je crois que François a pris une pénalité. Je suis même pas sûr. De toute façon, ça n'avait plus aucun intérêt. Mais t'imagines la course de Jacek Zilonka qui lui n'a rien pu faire. Il a tout fait pour éviter à l'intérieur et il s'est fait piéger. Alors tu vas me dire que c'est la course. Mais là, dans ce cas-là, quand même, c'est dur, hein, franchement, de voir des manœuvres comme ça. Je comprends la frustration, je comprends qu'on veuille perdre le moins de temps possible, mais là c'est une grosse erreur quand même pour François. Ouais, et surtout, ça a éliminé direct la voiture qui avait gagné la dernière course, quoi. Enfin, c'est un truc de fou, c'est-à-dire ils se sont éliminés. Oui, mais moi j'allais te dire, oui, ils se sont éliminés. Bon, après, c'est une erreur du pilote. Bon, ça arrive. Ouais. Mais moi, je trouve qu'ils ont éliminé surtout la voiture numéro 8 de chez Team Virage, qui n'a rien demandé à personne, quoi. C'est surtout vrai. ça. Ouais, non, mais c'était costaud. Mais il y a eu pas mal de friction quand même, hein. Je trouve que. Un peu. Ah ouais, tu trouves? Ouais, je trouve quand même. Ouais, il y a eu du contact. Après, c'est normal, hein, le dernier virage amène au décalage à la dernière minute, par exemple, et à avoir tes 1, 2, 3 de front. En fait, je trouve que tous les enchaînements, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec les trajectoires différentes, et surtout les multicatégories, ouais, je trouve qu'il y a quand même pas mal de friction. Non, tu trouves que c'était moins. Ils étaient plus sages que d'habitude? Non, pas plus sage, mais c'est que les conditions étaient un peu difficiles. Je pense qu'ils étaient perturbés. Tu vois, même Esteban Masson, qui l'année dernière roulait avec l'équipe Kessel Racing, en fait, avec une LMP2, il a voulu un peu écarter la trajectoire juste avant le dernier virage pour bien se placer. Le problème, c'est qu'il y avait la Ferrari de son ancienne équipe qui était là, et coup de roue sans faire exprès, il a envoyé son adversaire dans le mur. Bon, pénalité. Tu vois, il y a eu des petites incompréhensions aussi entre voitures de catégories différentes. Ouais, c'est ça. Oui, non, mais c'était. Quand je dis que il y a les touchettes, c'est ça, c'est que il y a eu un peu de carbone qui a volé, quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis Alex Malikin aussi, hein, qui en fait n'a pas la réussite que Daniel Schneider a eu, ou que Manuel Maldonado également a pu avoir. En fait, à la sortie de signe, on sait que ce virage passe très rapidement. Quand les conditions sont sèches, il n'y a pas de problème, pas trop de problème. Quand les conditions sont humides, en fait, il suffit de couper la trajectoire et de rouler sur, tu sais, l'endroit où il y a plus de gomme. Et quand il y a de l'eau, forcément tu pars directement en glissade. Et là c'est dommage parce que Tristan Vautier avait fait un bon premier tour, en tout cas un départ. D'ailleurs, l'occasion de rappeler que certaines équipes ont vraiment inversé complètement leur stratégie du fait des conditions météo. On a des pilotes pros qui ont pris le départ alors que d'habitude c'est pas le cas, et avec des pneus slick. Parce que justement, il fallait essayer d'être le plus efficace possible pour les faire monter en température et ne pas se faire piéger. Mais là, du coup, Tristan Vautier a survécu pendant les premiers tours. Et Alex Malikin, qui découvre le LMP2, forcément, s'est fait piéger, et il s'en sort bien parce qu'il allait toucher les Tech Pro à l'intérieur, mais d'un peu plus, c'était le mur qui touchait. Mais t'as raison de préciser aussi que ce début de course avec pas mal de pilotes qui n'étaient pas avec les bons pneus et qui donc ont été obligés de repasser par les stands uniquement pour changer de pneus, a fait qu'après, comme on dit, il y a beaucoup de voitures qui étaient un peu off-séquence. C'est-à-dire que t'as déjà fait un arrêt, mais t'as pas remis du carburant, donc en fait t'as eu un arrêt juste perte de temps, changement de pneus, mais t'es plus avec. Tu peux avoir remis du carburant, mais pas beaucoup, quoi. Voilà. Mais ouais, alors du coup c'est ça, c'est où tu en as remis ou t'en as pas remis, mais du coup il y a pas, c'est pas un début de course classique où voilà, tout le monde est parti, et puis au bout de je sais plus combien c'est, 40-45 minutes, tu vois, il va y avoir la première salve d'arrêt au stand. Là en fait tout de suite il y a des voitures qui étaient ou très bien parce qu'ils sont partis en pluie donc ils sont bons, ou d'autres qui se sont arrêtés, qui ont mis les bons pneus mais qui ont mis du carburant ou pas. Enfin, c'était un truc très compliqué à suivre en termes de stratégie. Oui. Et du coup, t'es pas. Ah je te confirme. T'es dans des fenêtres, enfin je sais pas comment on dit, mais des séquences différentes. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit,
s'il y a un safety, s'il y a je sais pas quoi qui sort, tu peux pas te dire ah bah tiens la Inter-Europol errante, ah bah nous aussi on va rentrer, tiens on va les imiter. Non, en fait tout le monde était sur un truc différent quoi. Eh ben, oui, et donc ça rejoint ce qu'on dit à Ah on chaque est fois. bon. J'ai l'impression de retrouver, non, mais franchement, hein, l'équipe e-export Genesis Magma Ah Racing, bah j'ai oui. l'impression de retrouver l'équipe WRT. Ils sont là, peu importe ce qui se passe, ils ont leur stratégie, ils ont fait démarrer Jamie Chadwick, ils font venir Danny Guncadella et ils font terminer Mathis Jobert. Il n'y a pas eu de discussion. Ils sont partis, ils ont suivi leur plan de marche, ils se sont arrêtés quand il fallait. Certes, ils ont eu un petit peu de réussite, je crois, sur un safety car, Oui, ouais. mais en tout cas comme à Barcelone, vraiment, je crois quand même que là, c'est du solide, quoi. Ils sont partis avec vraiment des personnes qui sont à la fois de l'équipe e-export, mais aussi de l'équipe Genesis. Donc vraiment, c'est une vraie mixité et je trouve que cette richesse-là les fait même aller encore plus vite et progresser. Et ce qui est marrant, c'est que là, le truc prend vraiment bien avec. Alors, est-ce que Juncadella ou Jobert étaient là l'année dernière chez IDEC? Non, on est sur 3 nouveaux pilotes, je pense, pour l'équipe là. Exactement, 3 nouveaux exactement. pilotes, nouvelle livrée aussi. Bon, alors vous allez me dire, c'est pas un élément. Mais si, quand même, ouais, mais tu sais, ils portent cette fameuse couleur orange Ouais, magma, enfin, le ouais. truc qui va être la couleur de Genesis. Donc, il y a quand même aussi cet état d'esprit. C'est bête, mais tu repars sur un nouveau délire, hein, des nouvelles C'est combis, vrai. des nouveaux machins. Tu te mets dans un nouveau mood, quoi. Et j'ai l'impression que ça leur apporte quand même énormément de réussite pour l'instant. Après, on en a connu des débuts de saison où ça marche bien et après ça s'effondre, mais là, je les trouve hyper solides. Et puis, tu l'as évoqué tout à l'heure parce que tu as eu la chance d'y aller, mais c'est une équipe qui a maintenant 10 ans, qui Oui. donc va prendre en charge le programme Genesis. Bah, je sais pas si c'est l'âge de la maturité, mais il y a un truc qui se passe, quoi, pour l'instant. Il y a un truc qui se passe. Ouais, Après, c'est vrai. ça aurait pu. Moi, j'étais vraiment. Hein, j'y tenais à ce qu'il gagne, notamment pour que Jamie Chadwick devienne donc la première femme à remporter une course générale. Non, mais je trouvais ça cool, tu vois. Mais derrière, James Allen, quand même, à la fin, il a pas tout donné apparemment parce que je crois qu'il a expliqué qu'il ne savait pas que c'était une bataille pour la tête de la course. Alors, Non, ça me mais paraît déjà, improbable, ça, mais apparemment, il si, était pas au courant. mais je peux le comprendre parce que, si tu veux, c'est exactement ce qui s'est passé à Barcelone. En fait, j'ai cru qu'il allait y avoir la même chose. C'est une voiture LMP2 Pro-Am que pilote James Allen. Oui, Donc, en fait, il n'y a aucun intérêt à aller oui, prendre des risques. Imagine les deux s'accrochent. bien C'est sûr. complètement débile, alors qu'ils sont tous les deux vainqueurs de leur catégorie. Oui, il y a le prestige de gagner la course. Ok, et Mathieu Vaxivière l'a très bien fait la fois dernière. Mais je trouve que c'est quand même de gros risques à prendre sur finalement quelques tours, alors que tu as tout construit, tu es passé à travers les gouttes, etc. Ça serait un petit peu dommage de tout gâcher, surtout que derrière James Allen, pour la catégorie LMP2 Pro-Am, il y avait Louis Deletra qui revenait Ouais. comme une balle, hein. Ouais, il a fait une fin de course de ouf. Mais en tout cas, apparemment, ce qu'il a dit, c'est qu'il s'il avait su que c'était pour la victoire du général, Ah, il y serait allé? il y serait allé. Donc, tu vois, c'est assez étonnant. Enfin, là, je me dis, il y a quand même un pépin de communication. Non, non, et ben moi, tu sais quoi, je félicite Nielsen Racing, Parce parce que que tu penses qu'ils ils ont l'ont dit tellement galéré. volontairement. Ouais, ok. Moi, je pense ils l'ont pas précisé parce qu'en fait, pour eux, c'est pas important. Et je le comprends. Ok, on gagne une course en ELMS, très bien. L'objectif, c'est le championnat LMP2 Pro-Am. Et ben voilà, elle est faite cette Ouais, victoire. c'est vrai ça. Il y a 4 secondes d'écart sur Aoba ITF. En plus, tout est vraiment remis à plat parce que ceux qui ont réussi à faire de belles choses à Barcelone, Oui. en fait, on se sent un petit peu raté ici. Donc du coup, ça a relancé les choses. Et d'ailleurs, c'est Nielsen Racing qui est en tête du championnat devant TDS Racing et AF Corset. Je parle de la catégorie P2 Pro-Am. Et comme tu l'as dit aussi, Louis Deletra, bah, fin de course. Tiens, il y a Mathias Bech qui est là, paf, que je te passe. Après, sur la Oui, Inter-Europol, hop, il a. d'ailleurs, Enfin, j'ai été violent, surpris quoi. du Violent. rythme. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour l'équipe TDS. Alors peut-être qu'ils nous expliqueront plus tard. Malheureusement, on enregistre aujourd'hui. Mais j'ai eu l'impression que Mathias n'était pas à l'aise avec les pneus. En fait, quand il s'est arrêté au Ouais. stand, il avait plus le rythme qu'il souhaitait. Alors que Clément Novala, à un moment donné de la course, il était avion. Donc tu vois, la voiture allait bien. On sait que Mathias va bien. J'ai pas saisi pourquoi il était si lent finalement sur la piste. Alors tant mieux, hein, il termine finalement troisième, comme à Barcelone. Mais je pense qu'ils étaient très déçus. D'ailleurs, ils m'ont même pas spécialement salué, et pas parce qu'ils m'apprécient pas, mais je pense qu'ils Si, étaient si, très aussi. frustrés au Aussi. podium. Quoi? Ils t'ont dit qu'ils m'apprécient? Ah bah voilà. Je suis sûr qu'ils sont fans de Valentino Rossi et qu'ils n'ont pas aimé mes mots à Imola. Non, Non, c'est mais pas vrai. alors, par contre, Mais tu ouvres un sujet, on peut l'évoquer rapidement, mais les données de performance des pilotes, donc le B-Pilar, le fameux truc qu'on utilise oui. souvent, là, il est très difficile à exploiter puisque, comme Ah on bah l'a là, on peut dit, pas là. les conditions de piste ont été tellement différentes entre les relais que tu peux pas en tirer des conclusions. Mais bon,
si on regarde quand même, celui qui a eu le meilleur rythme, c'est Charles Milesi devant Louis Delettra. Donc il y a quand même si une tu peux espèce de regarder, logique. parce que tous les pilotes qui ont fait le dernier relais avaient globalement une Exactement. piste sèche. Voilà, c'est Et ça. c'est vrai que tu te rends compte finalement que sur le rythme, en fait, c'est pas si important que ça. C'est surtout sur la moyenne où c'est important. Parce que le fast slap, bon, j'allais dire, ok, c'est bien, mais sur une moyenne de rythme, ça c'est vraiment intéressant à suivre. Et je crois que on a vu vraiment un rythme incroyable de Charles Milesi, mais parce que il avait rien à perdre aussi. Malheureusement, ils ont été victimes d'un problème assez tôt dans la course. Ils ont trifouillé vers l'arrière de la voiture. Mm. J'ai pas eu l'explication, j'ai pas eu le fin mot de l'histoire. C'est soit la boîte de vitesse, soit peut-être le moteur, soit. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Je pense pas qu'ils aient réglé les barres anti-roulis comme on me le disait sur le chat. On est en course, hein, on va pas régler Non. les choses au premier arrêt. Enfin, faut arrêter les bêtises, quoi. Mais par contre, ils ont perdu tout de suite un tour. Et là, du coup, ils ont été out de la victoire. Exactement. Bah écoute, je pense qu'on a été complet sur cette P2 Pro Pro-Am. Oui, Non? et P2 Pro, si, on est toujours Ah, complet, pardon. évidemment. Moi, je voulais quand même souligner la performance de l'équipe Iron Lynx depuis le début de la saison. Cette voiture numéro 9, elle est là, elle est au rendez-vous. Là, depuis le début de la semaine, ils ont signé tous les meilleurs temps de toutes les séances quasiment, sauf la qualif. Et ça allait bien avec Matteo Capietto, ça allait bien avec Jonas Reed. Mhm. Matteo Chiroli monte dans la voiture et là, bim, la fusée, ou en tout cas le goujon qui accroche la roue, se fissure, se casse complètement. Et donc la roue est projetée. Juste après l'arrêt au stand, on aurait pu penser que c'était une erreur d'un mécanicien, pas du tout. Et donc là, c'est une grosse frustration. J'ai parlé à Matteo après la course. Je peux te dire que il avait un peu les boules parce que le rythme était là, ils trouvent des solutions, ils font tout ce qu'ils peuvent. Et encore une fois, ça dépend des équipes, hein, bien sûr, mais il y a des budgets très différents selon les équipes et les autres, quoi. Voilà, en gros c'est ce qu'il en est ressorti. Donc Tu veux dire que j'espère qu'ils pour vont trouver des solutions. tu veux dire que pour l'investissement fait, les résultats ne sont pas à Bah, la hauteur pour l'instant, quoi. oui, alors je dirais plutôt que les résultats excèdent les budgets qui sont consacrés au programme, en gros. Tu vois, c'est ce qu'on dit aussi pour Mhm. la Porsche engagée en hypercar, hein. C'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'ils ont le mérite, et franchement bravo à toute l'équipe Proton de faire les choses. Maintenant, je crois que s'ils avaient un ou deux sponsors de plus, ça serait quand même pas mal, quoi. Ouais. Voilà, en gros. C'est sûr, c'est sûr. Mais je suis frustré, voilà, je suis frustré pour eux parce que je pense qu'ils ont fait un sacré boulot et que voilà, ils se retrouvent avec 0 point et Ouais. ça ne reflète vraiment pas le niveau qu'ils ont depuis le début de saison. Donc voilà, un petit peu frustré. Un peu pareil que Idexport d'ailleurs, je parle pas de la 18 mais de la Ouais, la 28. 28, T'as ouais. l'impression qu'il y a une voiture qui fonctionne et l'autre qui a encore la poisse. La voiture de l'année dernière a encore la poisse. C'est la même chose. C'est incroyable, hein. Ouais, alors que normalement ça peut le faire quand même, hein, avec Chatin, Van On Aert voit bien que la et 18 Lafargue. marche, quoi. Ouais, ouais, non mais Ah carrément. oui. Ah, ils peuvent pas avoir autant de réussite, puis si ça se trouve, ils auront une course où ils auront les deux qui seront bien, mais c'est rare quand même. Tu sais, à chaque fois, on se dit ça. Les équipes qui ont deux voitures, il y en a souvent une aux avant-postes et l'autre qui. Moi, c'est Nielsen où à un moment j'y ai cru à la Ah, moi double aussi, victoire, quoi. avec, Ouais, ouais. avec Philippe Albuquerque qui a repris des couleurs. Il avait déclaré à Barcelone que c'était le pire rythme qu'il ait eu en qualif déjà, où il était à plus d'une seconde et demie, plus de 2 secondes même. Enfin, j'ai jamais vu un Philippe Albuquerque si loin. Mhm. Donc ils avaient peut-être pas trouvé les bons réglages. Il faut aussi se faire voilà, à un nouveau trio de pilotes. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est bon ce trio de pilotes Ah, oui, oui. avec la voiture numéro 24. On a eu, tiens d'ailleurs, coup de chapeau, il a gagné le Goodyear Good. Wingfoot Award. Voilà, oui. Donc, voilà, ça c'est un, un vote du public, quoi, en gros, sur des pilotes qui ont été présélectionnés par un jury. Mais tout ça pour dire que quand il est rentré dans la voie des stands pour son arrêt, il chausse les pneus slick en premier. C'est lui qui est leader de la course. Et Ferdinand Habsbourg, eh bien, il ressort avec des pneus slicks. C'est un enfer. Je pensais que c'était, comme Vlad Lomko d'ailleurs, un mauvais choix. Je pensais que c'était terminé. Et ben en fait, ils ont bien fait de faire ce pari-là, parce que ça a été les premiers à les mettre en température, les premiers à les utiliser. Et donc, eh ben, on retrouve Nielsen qui termine à la Ils sont- cinquième Ouais, position. C'est ça 5 Ouais. ou 6e, je sais plus. Il marque 10 points. Et Vector Sport qui marque encore. Ils ont terminé sur la 3e marche du podium à Barcelone. Ils terminent 4e ici. Franchement, quel beau début de saison pour Vector Sport. Je suis bluffé. Mais ça se passe loin, 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 loin de Idexport. Parce que si derrière, ils se mangent des points tous ensemble, en catégorie LMP2, devant Idexport, c'est cavalier seul, hein. 25 points à 2 reprises. Bam, 50 unités. Le deuxième, c'est Vector à 27 points. T'imagines, il y a déjà 23 points d'écart Hmm. après 2 courses.
en faveur d'Idexport Genesis Magma Racing. Je pense que ça nous fait une transition toute trouvée avec une autre équipe qui enchaîne les victoires et qui les enchaîne en ELMS et en Michelin Le Mans Cup. Il est fort, Hein, il est fort. t'as Tu vu vas parler de CLX Motorsport, c'est ça? Bien sûr, parce que du coup, eux, ils font 2 week-ends complets. Si j'ai bien suivi, ils font victoire en LMP3 à la fois, donc en ELMS, là, ce dont on est en train de parler, et en Michelin Le Mans Ouais. Cup, où c'est la top catégorie, quoi. Donc, Non, mais c'est même pire que ça. Ouais. Ouais. Tu sais quoi? Non, vas-y. Ils font ça, t'as raison. Donc il y a 3 victoires. Tu te dis, bah c'est super. 4-4. Ils ont fait 2 fois le doublé. Oui, 4 victoires, pardon. Ils ont fait 2 fois le doublé. Ok. Une fois la 97 devant la 87 en Michelin Cup. Là, c'était dans l'ordre inverse. Et ils font 2 pôles, 2 victoires avec Adrien Cloménil, avec Paul Lancher et Théodore Janssen. Franchement, c'est un des équipages les plus solides Oui. de cette saison. Oui. Paul Lancher, on sait le niveau qu'il a. Ça fait un moment qu'il n'a pas roulé. Il est pilote bronze et il a envie d'en profiter un peu comme Julien Guerby l'a fait avec le Team Virage. C'est le jeu de trouver le meilleur pilote bronze pour une catégorie LMP3. Franchement, bravo parce que franchement, quand on voit le rythme d'Adrien Cloménil, on se dit que Oui. c'est un sacré talent. Qui m'a parlé de ça? Je sais plus. Un des pilotes m'a dit, mais ce pilote-là, ça fait longtemps que j'ai pas vu un talent pareil. Ok. Franchement. Bah, Et je crois qu'on m'a cité Stoffel Van Dorn pour le comparer, tu vois. Ok, mais c'est vrai que si tu regardes justement la moyenne, donc encore une fois avec les limites que l'exercice a pour cette course, vu que les conditions étaient changeantes, mais c'est lui en tout cas en Ouais. LMP3 qui a la meilleure moyenne, et au niveau de l'average, donc le temps moyen de son relais, c'est pas une petite avance, c'est une 6 pilule, quoi. dixièmes. C'est 6 dixièmes d'avance en moyenne Attends, au tour, donc c'est donc ouf, quoi. en moyenne au tour, 6 dixièmes. Ouais. Regardons son meilleur Ouais, tour voilà, en course. bah, regarde. 2.00.1, 2.01.0, c'est le deuxième chrono pour Ayana Aguilera. Il y a quasiment une seconde Eh ouais. d'écart entre les deux. Et ben c'est le même écart qui a été vu en qualif entre le premier et le deuxième. En fait, il a surdominé ce week-end. Je crois que c'est Adrien Cloménil, vraiment l'homme du week-end. Je sais même pas comment il a pas pu avoir une récompense. Alors, ce qui est normal, il n'a pas eu le Goodyear Wing Foot Award puisqu'il roule en Michelin. Mais Michelin en tout Wing cas, Foot Award. voilà, le Michelin Bibendum Racing Spirit Off Le Mans. Best of Lap. Non, mais franchement, c'est incroyable ce qu'il a fait. Et Paul Lancher aussi pour son relais, enfin au moment où il était dans la voiture en tout cas, et aussi pour sa catégorisation de pilote, on va dire. Hein. Il fait largement le taf, il est quasiment dans du niveau de Tribodini ou Thorsten Kratz, donc tu vois, on est quand même sur un mec qui... Enfin ça tient la route. Enfin en fait, exactement comme tu l'as dit tout à l'heure avec Hidek, et oui, j'ai pas parlé de Théodore Jensen, mais comme tu l'as dit tout à l'heure avec Hidek, tu vois, j'ai l'impression que les trois, ils ont récité pareil leur partition, entre guillemets, ou leur rôle au bon moment. Ils ont fait ce qu'on leur a demandé au moment où il le fallait. Et au final, en plus, quand on a un dans le lot qui a un rythme de fou furieux, c'est cadeau, quoi. Ça me plaît. Tu parles de l'MP3 T'as et vu j'ai l'impression que tu aimes cette catégorie Ouais. maintenant, ça y est. Non, mais Non, mais c'est génial. Écoute, je me suis pas mal... j'ai vraiment regardé... plus que... Je te l'avoue, je regarde rarement, intégralement les courses LMS. Oh là là. Surtout quand on est comme Alors, là, je parce me que donne du mal. là, on est lundi matin, donc en fait, si, je les regarde quand j'ai le temps, par exemple, le lundi, je me fais le replay. Mais là, tu vois, la course a eu lieu hier, on enregistre, il est 9h du matin, donc voilà. Donc, là, mais hier, j'ai bien profité de la course, et j'avoue que je me suis pris de passion, peut-être pas, mais le LMP3, j'ai vu les performances, et notamment, comme tu dis, Adrien Cloménil, ouais, tu vois, quoi, tu vois la perfo, tu vois tout de suite ce qui se passe, quoi. Non, mais là, franchement, je crois que pour le coup, on a beau dire qu'il y a eu des safety cars, il y a eu des périodes un petit peu perturbées. Je dois dire quand même que le trio en LMP3 est pas loin d'être celui qui a été le plus rapide du week-end. Je veux dire, il n'y a pas de grosse surprise. Il manque peut-être RLRM Sport avec un Julien Orion qui a été quand même sur son relais et le moment où il a roulé très très haut niveau. Un peu du même acabit que Griffin Peebles, tu vois. Vraiment, c'était solide. Mais sinon, franchement, il y a eu M Racing qui a fait une super performance. Il y a eu une petite pénalité malheureusement pour un pass-around qui a été mal négocié. Mais sinon, ils ont été très solides et ça fait plaisir de les retrouver sur le podium. Je crois que le trio Paul Lancher, Adrien Cloménil, Théodore Janssen était assez intouchable et injouable ce week-end, hein, clairement. Oui. Et puis, on a le duo Fabien Michal et Anna Aguilera là, qui avait été finalement bien malchanceux à Barcelone. En fait, la voiture n'avait rien, on m'a expliqué, mais c'est juste qu'elle s'est mise en sécurité parce qu'il y a eu un capteur qui a déconné, quoi, tout simplement. Ok. Et donc, la voiture s'est mise à l'arrêt, alors qu'en fait, elle avait rien. Donc, chez Hérault International, on a fait comme l'année dernière, un duo, on a formé un duo, et Antonio Ferrari est très adepte de ça.
parce que justement, dans des conditions comme celle-ci, il peut plus jouer avec la stratégie, notamment au temps de roulage pour les pilotes. Et on l'a vu, Stéphane Tribodini a fait le plus long relais de sa carrière. Il a roulé 2h20 minutes dans cette voiture numéro 68. Donc c'est vrai que ça fait quand même quelque chose. Fabien Michal, lui, a roulé 1h49 minutes dans cette course. Donc avec cette voiture numéro 11. Mais Ayaan Aguilera a tourné 2h08. Donc tu vois, à deux pilotes, ils se sont fait quasiment la moitié, voire même plus. Stéphane Tribonini, franchement, a fait quasiment les trois quarts de la course. Je crois que ça tranche avec Agostini Riccardo Agostini en GT3, puisque genre j'ai pas les temps de pilotage sous les yeux moi, mais je crois qu'il a fait un relais Riccardo Agostini, ultra court en exactement, comme Tom Fleming, ils ont fait 46 minutes seulement. C'est ça. En fait, alors je sais pas si on bascule sur le GT3, mais Ah bah on peut, parce que tu vois, il y avait la présence de James Calado notamment ce week-end, donc vainqueur quand même aux 24 heures du Mans. Tu te dis, ils vont l'utiliser à bloc, ça va être le pilote de référence. Il a roulé 42 minutes oh vache. sur la Ferrari numéro 57 de chez Kessel, c'est incroyable quand même. Ouais. Tu te dis que finalement, ce championnat ELMS, de toute façon, ça on le sait, hein, mais il est fait pour les spécialistes et finalement, les pilotes qui viennent comme ça prêter main forte, au final, ils se retrouvent dans un championnat de très très haut niveau et c'est pas eux qui vont influer le résultat, quoi. Non, c'est vrai. Mais alors du coup, voilà, GT3, victoire encore une fois féminine, donc ça c'est cool avec Lilou Wadou. Oui, qui a... c'est vrai, elle a gagné en WEC, elle gagne en ELMS, Ouais. ça c'est solide. 100 tours, tout pile, pour la catégorie LMGT3, et une arrivée digne de 2018. Moi, ça m'a rappelé l'arrivée avec, c'était qui? C'était Miguel Molina face à Matteo Cheroli, c'était incroyable. Ça s'était joué dans le dernier tour. Là, ça a failli se jouer dans le dernier tour entre la Mercedes de chez Iron Lynx et la Ferrari Richard Mille AF Corset. Honnêtement, très solide. Mais les Ferrari, je crois, étaient dans le coup. Hein. Ce week-end, c'était clairement la voiture à avoir. Ça poursuit la stat ultra victorieuse des Ferrari sur ce tracé du Castellet. Tu sais, on l'avait dit, c'était, je sais plus, peut-être 12 ou 13 victoires déjà, ou une dizaine en tout cas, au moins 10, remportées par des Ferrari en GT, donc que ce soit en GTE ou en GT3. Et bah donc là, ça se poursuit. C'est pareil, hein, moi j'étais à fond pour que ça gagne, la Richard Mille. Parce qu'il y a Lilou Wadou qui est au top. Et puis, je t'avais dit, en plus, j'aime bien cette voiture, donc je sais pas, je la sens bien, cette déco bleue, enfin, j'aime beaucoup. Et ouais, je voulais que ça gagne. Après, bon, voilà, déjà une Mercedes à ce niveau. Tu sais, on en avait parlé, quel sera le niveau de Mercedes cette saison, la fameuse version LM GT3. Quel est son potentiel et quel sera son niveau aux 24 heures du Mans. Bon, déjà, on voit que Iron Lynx, ils arrivent à bien l'exploiter, là. Hein. Oui, en ELMS, ça marche. En ELMS, à Barcelone, malheureusement, ils ont connu un petit souci. Mais que se passe-t-il en WEC? Parce qu'on sait que la balance de performance n'est pas la même, ok, mais cette Mercedes, elle peut fonctionner, tu vois bien. Là, avec Martin Berry, Lorcan Anafin et Fabian Schiller, il n'y a aucun problème. Ils sont passés à côté de la victoire là, en ELMS. En WEC, ils sont nulle part. Là, je sais. On verra au Mans comment ça se passe. Non, mais il y a quand même autre chose. En WEC, d'ailleurs, ça nous fera la transition parce qu'on va présenter quand même l'épreuve de Spa qui aura lieu à la fin de cette semaine. Ça me fait penser aussi que comme c'est une nouvelle voiture, un peu comme Aston Martin, ils ont une balance de performance qui est basée sur les vainqueurs de l'année dernière. Donc si tu veux, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'ils sont un peu nulle part. Là, en ELMS, on permet à Mercedes de se battre et d'avoir ses chances. Et d'ailleurs, on l'a vu face au Ferrari, qui en fait, ça confirme ce qu'on se disait et ce qu'on se dit à chaque fois. C'est une voiture qui est faite vraiment pour les gentlemen, qui est faite pour être confortable, j'allais dire, au pilotage, et donc dans des conditions difficiles, du coup, elle piège pas. C'est pas un peu comme la Porsche où c'est une voiture ultra efficace. Par contre, comme me disait Gaël Tampaltou qui a commenté ce week-end avec moi en ELMS, il me dit c'est une voiture où tu as le sac à dos derrière, quoi, donc ça peut vite t'emporter, quoi. Non, mais clairement, la Ferrari, je pense que c'est le choix, c'est le plat du pied sécurité, quoi. Tu vois, c'est le choix un peu cher quand même comme choix de la sécurité, mais c'est la voiture qui je trouve en GT3 actuellement, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, cumule un peu tous les bons points. C'est-à-dire que, déjà, c'est une Ferrari, donc c'est forcément une voiture, il y a un nom, il y a une histoire, donc c'est mythique. Non pas que Aston Martin soit moins bien, ou McLaren, mais voilà, t'as une Ferrari. Je parle pour les gentlemen ou pour les équipes qui en achètent. Voilà, ça reste une voiture d'une marque, d'un constructeur mythique. Ils ont une approche vraiment ultra tournée vers le confort, le gentleman, enfin, le confort de pilotage et le fait d'être à l'aise.
Et 3, elle a une gueule aussi, cette voiture. Enfin, quand tu regardes la lignée des Ferrari à moteur V8 au Mans, parce que voilà, on parle pas des 12 cylindres, mais si on suit la lignée depuis tu vois, les Modena, enfin je vais loin, mais les berlinettes un peu, quoi, tu vois, depuis les Modena, les 430, 488, etc., etc. Il faut avouer quand même que la ligne de la 296, c'est incroyable. Enfin, elle a un dessin, elle a un design qui est super. Donc, et elle était un peu à domicile ce week-end, parce que c'est Oreca qui la fabrique. C'est vrai. Donc, je trouve que c'est la voiture qui combine le plus de bons points. Et donc, c'est assez logique d'en voir beaucoup, et en plus de l'avoir performé, quoi. Et puis, c'est vrai que c'est une piste qui lui convient, et que ce soit avec des chicanes ou sans chicanes, on a vu que ça faisait pas trop la différence. Hein. Franchement, ça a été une belle prestation. Je dois dire que celle qui m'avait le plus impressionné, les Ferrari, c'est pas la Richard Mille F Corse finalement, avec Custodio Toledo et Riccardo Agostini qui n'ont pas fait des performances magistrales. Après, cela dit, je dis ça, et si on les compare dans leur catégorie, c'est pas si mal. Custodio Toledo, il est 4e, tu vois, des pilotes bronze. D'ailleurs, pilotes bronze qui sont emmenés par Célia Martin, qui a fait un excellent travail. Mais par contre, moi j'attendais la Spirit of Race avec un super travail de Duncan Cameron en début de course, avec Perel et Griffin qui sont bien aussi. Et puis, la voiture de Charlie Samani, Conrad Lorsen et David Erigon. En fait, il y a eu un tête-à-queue qui a tout mis par terre, avec Conrad Lorsen qui se fait piéger en plus, mais fort, hein, à la sortie de Signe. Alors lui, il n'est pas parti à l'intérieur, il est parti à l'extérieur, il a cramé ses pneus parce que sur les bandes rugueuses, forcément c'est abrasif, et donc il a dû s'arrêter au stand, changer de pneus, et ça leur a mis la stratégie en l'air. Il termine à 5 secondes en 5e position, hein, donc je pense que eux, sur la 51, ça pouvait gagner aujourd'hui. Ouais, carrément, c'était. C'est vrai que c'était jouable. Ouais, comme tu l'as dit, t'as parlé rapidement de Célia Martin. Petit point Iron Dames. Bon, bah ça finit dans le tour, mais. Oui. Meilleur Porsche. Voilà, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup mieux à faire malheureusement sur des conditions difficiles. C'était compliqué. Attends, il faut quand même penser que Sarah Bovy est partie en pneu slick, hein, elle, sur une piste humide. Okay. C'est le moment où Ferdi Habsburg ou Vlad Lomko ont aussi été envoyés en piste un peu au charbon. Et ben Sarah est partie au charbon et elle a fait de bonnes perfs. C'est pas la meilleure perf évidemment de sa carrière, mais ça reste très solide. C'est parmi les pilotes Porsche au moment où elle roulait en tout cas du même acabit que Matteo Cressoni par exemple, tu vois. Et donc, comme tu disais, le facteur Martin, le facteur Célia Martin. Bon, elle avait l'air d'être en confiance, puisque comme tu dis, au niveau de sa catégorie, c'est elle la plus rapide. Et en plus, avec des... Enfin, comme on l'expliquait, on compare en plus là des moments où les autres pilotes de son niveau, donc bronze, étaient en piste aussi. Donc, c'est pas genre, elle a eu la voiture au meilleur moment. Non, elle tient vraiment le match face aux autres pilotes de sa catégorisation. Donc... Ouais, exactement. Donc, très bien, quoi. C'était solide, ouais. Elle n'était pas en tête de la course parce que c'était Duncan Cameron qui a fait vraiment un super relais, un super départ avec la Spirit of Race, mais elle était dans le match, donc vraiment assez intéressant et c'est encourageant pour la suite. Il y a quelques petits points de perdus parce que si on fait le compte au classement général, on se souvient qu'elles avaient gagné évidemment à Barcelone, les Iron Dames, donc elles restent en tête du championnat, même si elles n'ont marqué que 6 points, et elles ont pour l'instant 4 points d'avance sur la Ferrari numéro 50. Donc pour l'instant, j'allais dire, il n'y a aucun championnat qui est vraiment... Enfin, il n'y a aucune catégorie qui est vraiment jouée, hormis peut-être la catégorie LMP2, parce que là, avec 23 points d'avance, c'est vrai que Idexport peut voir venir. Et en LMP3, remarque, c'est pareil, hein, 22 points d'avance pour CLX Motorsport. Ah oui, c'est 50-50. Hein. Il y a deux catégories où tout a été redistribué. Et deux catégories où là pour l'instant on a vraiment une domination un peu à la WRT ou Prema il y a encore quelques années, ou United Autosport. Anthony, ne sois pas en train de dire que le championnat est plié, il reste 4 courses quand même. Non, j'ai pas dit ça. J'adore ce championnat. Soyez là pour Imola sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Non, mais je veux dire, c'est costaud quoi. CLX Motorsport et Idexport, Genesis Magma Racing. Là, honnêtement, bravo. Moi, je trouve que le LMS, c'est justement habituellement ce que l'on voit en LMGT3 ou en LMP2 Pro-Am, c'est que d'une course à l'autre, tout est redistribué un peu. Et c'est ce que j'aime en fait. C'est que il y a il y a tellement peu d'écart que tout peut être vite rejoué sur un tout petit détail dans chaque circuit. C'est vrai, exactement. Et donc non, ce n'est pas joué. Et donc comme tu l'as précisé, prochaine course dans à peu près 60 jours, 2 mois quoi, du côté d'Imola. Ouais, c'est ça. Bah là, quand on enregistre, en tout cas, ça fait 59 jours, si tu veux être précis. 59 jours, 13 heures, 32 minutes et 30 secondes, 29 secondes. Oh, je suis sur le site de l'ELMS, donc j'ai toutes les infos.
Mais prochaine course d'accord. Imola. Et après, il y aura donc, la dernière course à Portimao. Il y a aussi un passage à Silverstone. Et mi-août, Oui, enfin le 24 retour août, à il y aura Silverstone d'ailleurs. Spa-Francorchamps aussi. Spa-Francorchamps, tiens. Ah ça Tiens. j'espère que nos auditeurs vont être là-bas en nombre. Je sais que c'est un petit peu loin pour certains, mais franchement Spa-Francorchamps c'est à chaque fois du bonheur, tout simplement. Donc j'espère vraiment que on va vous retrouver nombreux. Voilà, c'est un grand rendez-vous. Et Spa-Francorchamps d'ailleurs, eh bien ce week-end, Ah, les pilotes du WEC vont s'y retrouver. Ah bah oui, parce qu'on va faire quand même une toute petite présentation de ce qui va se passer et d'une nouvelle victoire de Ferrari évidemment, puisqu'ils sont partis sur cette dynamique-là. Non, on n'est pas encore sûr. On n'est pas encore sûr, mais en tout cas, en WEC, je dois dire que Ferrari a F Corset justement et est quand même sur une bonne dynamique, hein. Ils peuvent faire la passe de 3. bah, ouais, je sais pas. Non? Si, D'accord. je me demande si justement ça va être la passe de 3 et que au Mans ça va chuter. En fait, j'arrive pas à voir quel va être l'enchaînement, quoi. Est-ce qu'on est sur une saison de Alors, full domination Ferrari? Est-ce qu'ils vont un je sais peu pas. être en retrait pour laisser par exemple BMW gagner et puis revenir un peu plus fort au Mans? J'en sais rien, Ah! tu vois. Par exemple, dans une équipe qui serait belge et qui exploite donc la BMW, Je sais ça serait pas pas, mal en je Belgique. dis ça comme ça, tu vois. Je mettrais bien Oui, oui. moi je mettrais bien une petite pièce sur BM parce que ouais, comme tu dis, ils sont à domicile, ils commencent à bien maîtriser la voiture et la victoire maintenant, j'ai un peu la sensation que c'est plus savoir est-ce qu'ils vont gagner une course de WEC, c'est plutôt quand est-ce qu'ils vont la gagner, quoi. Et, Oui, je suis d'accord. Est-ce qu'il va y avoir un rebond pour Porsche à voir aussi? Après, il y a aussi une donnée, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, Ferrari, eux, ils n'ont pas d'intérêt à faire du sandbagging ou à cacher leur performance parce que, en fait, au Mans, on a une balance de performance vraiment oui, spécifique. oui, oui, Donc, oui. du coup, même s'ils dominent toute la saison de WEC, j'allais dire, enfin le début de Le Mans saison, reste en ça les dehors. empêchera pas quand même, Oui. exactement, d'avoir une balance de performance qui puisse leur permettre de jouer les avant-postes au Mans. Donc à voir. Moi, je me dis qu'il y a peut-être Toyota qui va vouloir prendre sa revanche parce que là, ça fait quand même 2 courses de suite où elles sont les plus lourdes. Parce que, on le sait, hein, comme la balance de performance est basée sur les 3 dernières courses, on se souvient qu'en fin d'année dernière, ils se battaient pour le titre face à Porsche. Donc ils ont dû tout donner. Donc ils ont fait des bons résultats et bah, ils s'en retrouvent un petit peu piégés. Donc peut-être que Spa-Francorchamps sera l'occasion pour Toyota de peut-être sortir un peu la tête de l'eau, quoi. Bon, en tout cas, petite info, enfin spécificité propre à Spa. Il y aura Pascal Verlaine donc qui va débuter chez Porsche parce il a jamais roulé encore en 963. Donc il sera là. Si, il a roulé à Sebring, je crois, Ah ouais, c'est vrai, ah, putain, en je l'avais 900, plus ça. 963. Ok, Il me semble, hein. ok. Donc, en tout cas, là, il va rouler à Spa, donc puisqu'il sera là au Mans, mais donc il va faire cette manche en guise de répétition. Tout comme Nico Ouais. Müller, transfuge de Peugeot vers Porsche. Et aussi, on parlait de BM à l'instant, mais il y aura sur les deux BM, il y aura que 2 pilotes puisque Dries Vanthoor et Sheldon van der Linde sont aux États-Unis pour une manche IMSA. Ah oui, c'est vrai. Ouais, donc ils seront que C'est à vrai deux. qu'il y a des clashs de Ouais, dates. ouais. Ah, donc ça va peut-être changer un peu la donne. On sait quand il y a 2 pilotes, ça ouvre des stratégies, mais ça fait aussi un petit peu plus rouler, hein. Pendant 6 heures à deux, ça occupe un peu, quoi. Ouais, ça va être franchement, ça va être intéressant. C'est toujours une course où il se passe des trucs. On se souvient de la victoire Jota à Spa notamment. On se souvient qu'est-ce qu'il y a eu comme. Moi j'aime bien cette. Là ça commence à sentir le Mans, tu vois. J'aime bien cette course parce que c'est vraiment là pour le coup l'ultime répétition. Bah Le oui. plateau ELMS a eu le droit à son ultime répétition là. Le Et, plateau et quelle IMSA, répétition, parce ouais, que avec les changements d'adhérence, etc., c'était vraiment parfait. Il manquait plus que la grande ligne droite pour simuler les Hunaudières, mais c'était un peu pareil que le Mans moderne, avec grande ligne droite c'est vrai, coupée par une c'est chicane. vrai. Finalement, on était dans le Mans, hein, on était dans cette configuration Le Mans ce week-end, et là à Spa, bah, ça va être un peu pareil, hein. Ouais, c'est vrai. Et il y a eu aussi, enfin, il va y avoir cette dernière répétition, on va dire, pour certains concurrents IMSA, donc ce week-end. Bon, il y a quand même un contingent d'équipes américaines ou de pilotes venant des États-Unis moins important au Mans, mais bon, ça sera aussi l'ultime course, sans dire de bêtises, avant le Mans. Ou alors ils ont une autre après, non, je sais pas, j'ai pas le calendrier IMSA en tête, mais je crois que Non, c'est le non, dernier. Et donc je voilà, et le pense WEC, aussi. donc là c'est Je bien, ne veux pas dire de on bêtises, commence mais à se projeter dans le Mans, quoi, ça y est. c'est vrai que là, ça va s'approcher fortement, et ça va être assez intéressant. Ah bah si, il y a Détroit, bien sûr, avant Le Mans en IMSA. Ah, tu vois. Donc il y a une autre petite répétition, mais enfin là, ça n'a rien à voir avec Le Mans, hein, Non. pour Détroit, où tu as les GTP et les GTD Pro seulement. Ok. Ouais, voilà, c'est ça, ok.
Donc il n'y a pas de LMP2. Je veux dire, les LMP2, elles ne rouleront que la prochaine fois à Watkins Glen. Ça sera juste après Le Mans. Ça fait un sacré enchaînement, hein, pour en avoir parlé avec Mathilde Mocry, la team manager chez TDS Racing. Ouais, les enchaînements, c'est costaud quand même, hein. Entre Le Mans et la semaine d'après, 6 heures du Glen, c'est un calendrier costaud, hein. Donc écoute, je suis au taquet. Départ à quelle heure pour la course ce week-end? Je te pose. Eh ben, bonne question. Ça doit être aux alentours de midi, non? C'est quelle heure? 11h? Midi? Je crois que c'est midi en Belgique, hein. Il n'y a pas un truc. Non, c'est 14h. 14h, Je sais 20h, plus. pardon. Ah, 14-20 heures. Non, bah, l'année dernière, c'était pas ça. Parce qu'on a eu cette fameuse course qui s'est Oui, c'est vrai. prolongée et il y avait le contexte justement de terminer après 18 heures ou quelque chose comme ça. Donc, non, je crois qu'on a repoussé le départ. Bon, bah là, on va peut-être finir de nuit alors, s'il y a encore un drapeau rouge. Et donc là, tu mises sur qui sur cette course? Comme on disait tout à l'heure, toi, tu vois bien Toyota ou tu. Bah, c'est Toyota pas ou que je BM? vois bien Toyota, mais je me dis que Toyota peut peut-être bien faire. Et puis, pourquoi pas Cadillac? Tu sais, chaque fois, je remets Cadillac. Je remets Ouais, une bah oui, pièce non, mais c'est pour ça que dans le je Lourin te chauffe un peu, je fais pour exprès. Cadillac. Bah, en fait, je sais pas s'ils sont pas un petit peu en train de perdre la confiance chez Cadillac, mais je me dis qu'au vu du rythme qu'avait Earl Bamber l'année dernière avant de faire un beau décollage en règle, c'était intéressant. Et donc là, en ayant l'équipe Jota derrière en soutien, enfin en exploitation, je me dis que ça peut peut-être faire podium. Allez, ça serait rigolo d'avoir un podium BMW, Toyota, Cadillac. C'est sûr que ça serait inédit, mais bon, je pense quand même que les Ferrari seront encore là, hein. Je pense aussi. Je pense aussi. Eh ouais, Je crois que au vu de on est leur parti début de sur saison. une année marquée par le saut de Ferrari, je pense, ouais. Et puis, je dirais qu'en LMGT3, confirmation pour Porsche. Voilà, je les vois bien Ok. au rendez-vous à Spa. C'est un circuit qui leur convient bien. Donc, je me dis que ça peut le refaire. Peut-être encore avec Mante, d'ailleurs, Hardwick, Litz et Pera. Mais ça va être assez intéressant. Bon, j'espère que les Iron Dames vont faire quelque chose, hein, mais je ne sais pas si ce circuit va leur convenir. Mais je vois bien les Porsche. Allez, je mise sur Allez, Porsche. Et voilà. toi? Moi, c'est BM et toi, c'est Porsche. Ok. Ah non, oui, Très bien, pardon, très bien. GT3, pardon. Non, excuse-moi. Non, moi, BM, je sais pas. GT3, j'en sais rien. Je t'avoue que je suis un peu perdu. Bon, ça peut être BM en GT3 aussi. Bah allez, alors, ouais, doublé BM au général en hypercar et en GT3. Voilà. Oh là là, on est comme ça, nous. Allez, on va essayer d'être bon sur les pronostics. Je sais pas si on le sera, mais bon, on verra. Et si vous avez des pronostics, ben, Ah n'hésitez bah pas alors aussi là, à les avec mettre en plaisir. commentaire, évidemment. Bah oui, que ça soit sur YouTube ou sur Spotify. Maintenant, tu m'as dit qu'on pouvait faire des commentaires sur Spotify, j'ai même pas vu. Bon, Bah ouais, bref, moi, en tout cas, ouais, oui, j'ai vu ça. Je sais pas s'ils ont maintenu cette c'est que toi, fonctionnalité, mais ouais, normalement, c'est bon. d'accord. Toi, t'es bien vu, t'as peut-être une version différente Ah ouais, c'est ça, j'ai la version de Spotify. créateur. Parce que sur Apple Podcast, on peut mettre des commentaires, mais c'est pour tout le podcast en lui-même. N'hésitez pas d'ailleurs à en mettre des commentaires, hein. Que ce soit pour Endurance Club ou alors pour Trajectoire. Parce que voilà, on va évoquer c'est quoi ton actu, bien sûr. Alors, eh bah ouais, c'est quoi ton actu? Bah moi, écoute, T'as vu la transition? je vais regarder le WEC, hein. Déjà, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, je l'aurais bien commenté, mais j'ai pas été convié. Ah, mince, ils ont plus ton C'est numéro. quand même dommage. Non, c'était pas mon tour. C'était pas mon tour, mesdames et messieurs. Non, je sais pas trop où je serai samedi pour voir la course, mais je vais quand même essayer de la voir parce que eh ben, c'est toujours mieux en direct qu'en différé. Mais bon, de toute façon, je la verrai puisqu'on va faire le podcast évidemment de récap de cette édition des 6 heures de Spa. Et puis dimanche, bah, je commenterai du motocross Ok. sur Eurosport. Donc bah voilà, ça va être assez sympathique, ça va m'occuper avec notamment un Français qui est en tête du classement MXGP, Romain Favre. Donc Romain Fèvre, j'étais Oui, presque. Parce c'est. que Romain Favre roule en Michelin Le Mans Cup. Oh là là. Romain Fèvre, lui, roule en MXGP. On me pose des pièges. Sur une voiture verte, sur une moto verte aussi. Il y a une voiture verte pour Romain Favre avec l'équipe Forestier VPS et Kawasaki pour Romain Fèvre. Ah, tu vois, c'est pas mal. On voit des similitudes dans les différents Oh sports là aussi. là, Donc voilà là, un petit peu tu me mon. perds là. Je t'ai perdu? Ouais. Bon, je t'ai perdu. On fera un podcast sur endurance Le motocross bientôt, MXGP, ouais, ça va motocross venir. Quand club. on va lancer toutes les disciplines comme ça. Motocross club, ça vous irait peut-être, je sais pas, moi j'aime bien cette Faudra que tu discipline. trouves Donc, un autre partenaire parce que là, ça va être compliqué pour ah moi. Enfin, mince, franchement, là, tu vas pas. non, ça va être dur. Bon, tu n'es pas tout terrain du coup. Je vais arrêter de dire que tu es un rédacteur tout terrain alors. Pas toute discipline mécanique, non. Voilà. Ouais.
Bon, d'accord, d'accord. Et puis, eh ben, j'ai toujours mon podcast Trajectoire aussi, qui a été malgré moi un petit peu mis en pause, mais je continue de faire des entretiens. En fait, je fais des entretiens, mais je sors pas les entretiens. C'est quand même dommage. Donc, non, ça va arriver. Je vais avoir plusieurs profils à proposer, notamment donc bah, Étienne Masson, hein, qui est un champion du monde moto. J'aurai aussi un épisode sur Henri Pescarolo qui va arriver aux alentours des 24 heures du Mans, sur bah, la deuxième partie de sa carrière. Donc, voilà, il y a eu le premier épisode qui a bien plu sur ses aventures un peu aériennes et en Formule 1. Mais là, je parlerai de ses exploits aux 24 heures du Mans. Et il y en a des exploits. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Dans les semaines à venir, en tout cas, je vais essayer de reprendre un petit peu du poil de la bête, comme on dit, dans la préparation de mes épisodes. Et puis je concocterai tout ça pour vous. Voilà. C'est important aussi d'être à son rythme un petit peu. Là, j'ai Oui. un peu enchaîné ces derniers jours. C'est pas à moi que tu vas apprendre ça, t'inquiète, hein. Moi, j'aime bien être à mon rythme. Ouais, je suis tranquille. Non, mais là, par contre, alors, parce que moi, j'ai pas une actu de ouf liée au sport auto, mais Pas euh, pour l'instant. oui, voilà, non, mais c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même, dans pas si longtemps que ça, dans 3 semaines, du coup, Spa Classique qui arrive. Et surtout, on va vous proposer un épisode au mois de mai sur, on peut le dire, ouais, sur les. Ah, Si, on on peut peut le le dire. dire. Sur les 24 heures du Mans 95 et sur la victoire de McLaren, on est en train de préparer ça. Donc ça arrive normalement, bah, pas la semaine pro parce qu'on fera le débrief de Spa-Francorchamps, mais probablement la semaine suivante. Donc Ouais, voilà, la semaine du lundi 19, hein, du 19 au 25 mai, c'est ça. avant Spa Classique justement, attendez-vous à avoir un épisode un peu costaud sur 95. Je dis un peu costaud parce que déjà, un, on aura un invité, et deux, je sais qu'il est en train de préparer beaucoup de matière là-dessus. Donc je pense qu'il y aura du détail, mais même moi j'ai trouvé des trucs incroyables. Donc Ah, trop bien, j'ai hâte, j'ai il y hâte. aura de l'anecdote, il y aura du truc de pointeur. Des trucs de pointeur. Très bien, mais c'est ça aussi l'objectif dans l'Endurance Club, on le sait, hein. Toutes les semaines, on se retrouve entre passionnés et n'hésitez pas à en parler autour de vous d'ailleurs. Voilà, si le format vous plaît, si nos discussions vous plaisent, même si parfois on est en digression, parfois on va à droite, à gauche. Voilà, c'est aussi le principe d'utiliser des trajectoires Oh, alternatives. c'est bon. Voilà, tout simplement. Mais oui, mais oui. Mais en tout cas, on est content de chaque semaine pouvoir vous parler d'endurance parce que c'est vraiment une discipline qui nous tient à cœur et qui me tient à cœur aussi particulièrement, ne serait-ce qu'avec le commentaire des épreuves ELMS, Michelin Le Mans Cup ou l'IG European Series, d'IMSA, de WEC quand même quand j'ai l'occasion de le faire. Donc voilà, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de fantastique. Et puis ce week-end, ben, on s'est régalé. Donc Ouais. voilà, j'espère que à Spa-Francorchamps, ça sera la même chose pour les 6 heures. Normalement, il n'y a pas de raison que ça soit pas le cas, hein, Geoffroy. Non, franchement, le LMS, on est sur un grand cru, un grand millésime cette année, et là, c'est la deuxième course qui nous le prouve. Et... Non, vraiment, ça fait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à mater une course ELMS, donc ouais, je suis très content. Saison 2025 au top, Ah, au top. bon, ça me fait plaisir. En tout cas, je remercie aussi les invités hein, qui sont venus dans la cabine. C'était vraiment un plaisir d'avoir, tu vois, des pilotes comme Franck Pereira, Gaëtan Paltou qui a gagné la GT Academy. Je vais essayer de faire des épisodes de podcast avec eux Ouais. aussi. Tous ces invités qui se succèdent, ils ont tellement de choses à dire. Voilà, mais je manque de temps pour l'instant. Mais en tout cas, c'était un plaisir ce week-end. Et Nina Rochette aussi qui nous a parlé de graphes, etc. Donc voilà, c'était vraiment bien. J'espère que ça vous a plu. Si vous étiez sur le circuit, n'hésitez pas à me le dire aussi, parce que là, j'ai eu la chance de pouvoir être également diffusé sur le circuit. Donc ça, c'était plutôt un grand honneur. Et puis donc, eh ben, on se donne rendez-vous pardon, pour la semaine prochaine pour le récap des 6 heures de Spa, où il y aura évidemment beaucoup de choses à dire, on en est sûr. N'oubliez pas donc de réagir, d'interagir, des commentaires, des likes, des étoiles, tout ce que vous voulez. Je ne sais même pas ce qu'il faut demander, mais voilà, je quémande des likes. Non, mais en tout cas, on est très très heureux déjà d'avoir eh bien, un socle de passionnés qui nous écoutent et chaque fois que je vais sur les circuits, vous m'en parlez. Donc c'est une bonne chose. Je pense que Geoffroy, c'est pareil pour toi. Et on va continuer aussi de parler de classiques. Comme ça, dans le paddock du Mans Classique, tu pourras parler avec de nombreux auditeurs que nous avons. Xavier Micheron en fait partie d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de le rencontrer encore il y a quelques jours. Et voilà, il pilotait une voiture exceptionnelle au Grand Prix de France historique. Et évidemment, il est présent sur beaucoup d'épreuves
avec de belles autos qui ont d'ailleurs marqué l'histoire hein, du sport en mécanique, notamment la Sauber C9. Et c'est l'occasion peut-être pour conclure cet épisode de rendre hommage à Joran Mas, hein, qui malheureusement nous a quitté, le vainqueur des 24 heures 1989. Mais voilà, en tout cas, on pense à toute la communauté de l'endurance. Et voilà, c'est une grande famille et on est content de pouvoir en faire partie, Geoffroy, tout simplement. Ouais, mais en plus, je crois qu'on avait déjà évoqué Jochen Mass ensemble. Je t'avais raconté que je l'avais interviewé et qu'il m'avait parlé de Schumacher sur le fait que qu'il n'était pas assez musclé, etc. Enfin, Jochen Mass, c'était il y a, je sais plus combien de temps, il y a peut-être une petite dizaine d'années maintenant que je l'avais eu. Mais j'avais fait un article où c'était intitulé Le professeur de Schumacher parce qu'il a eu vraiment, alors il a une carrière très riche, hein, Formule 1, endurance, il a fait de la Formule 1, bien sûr. Mais il a eu aussi ce rôle un peu de professeur entre guillemets pendant quelques temps pour aider, accompagner Schumacher et donc effectivement, ouais, on a appris sa disparition hier, très triste quoi. Ouais. C'est un des pilotes qui faisait partie de cette aventure Mercedes C9. Ouais. On aura l'occasion d'en parler d'ailleurs, peut-être de cette voiture. Elle m'a marqué elle aussi. Mm. Donc il n'y a pas de raison. On va pas se mettre de limite dans l'Endurance Club. On est là pour justement partager cette belle passion et pour honorer la mémoire peut-être de certains pilotes aussi qui nous ont fait rêver. Ne nous mettons pas de track limite du coup. Non, évidemment, on est sur un club large, un club d'endurance, l'Endurance Club. On se retrouve toutes les semaines, évidemment, sur les plateformes et sur YouTube pour partager notre passion. Salut Geoffroy, merci beaucoup, à la semaine prochaine. Allez, salut, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.